Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je m'excuse pour le décor. Là, ces dernières semaines, c'est vraiment pas esthétique du tout. Mais ça va être un peu cacophonique jusqu'à la fin de l'année, je vous préviens. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter, on va dire, 3 univers. Le premier comporte des dragons et des chevaliers. Le deuxième comporte une petite romance au coin d'un feu qui laissait un peu perplexe vis-à-vis de l'adaptation qui a été faite de ce livre. Et le quatrième et le troisième, c'est un ouvrage, on va dire, qui s'inspire des jeux de rôle japonais que j'ai beaucoup aimé. Et on commence tout de suite. Avant toute chose, la première chose, c'est que on se retrouve en dédicace à Arras. Voilà, ce week-end, samedi, au Légendarium, normalement avec l'autrice H. Poindal, donc l'autrice de La forêt aux fleurs d'or. Et la semaine prochaine, on est en Belgique. J'ai très très hâte. Je vous mets les petites dates. Et ensuite, c'était pour vous rappeler voilà, la sortie de la campagne Ulule la semaine dernière. Donc la suite et fin de La gardienne du chardon, donc Les voix de l'Oporum, avec la reine de fer. C'est un ouvrage que j'ai écrit, voilà, qui s'inspire autant de la fantasy historique que de l'Uchronie, que du steampunk. Alors c'est un peu compliqué de vous parler de l'ouvrage sans vous spoiler, mais il faut savoir, si je peux faire un petit peu un outil de comparaison, le premier c'est plutôt du complot politique et de la psychologie de personnage, le deuxième c'est plutôt de l'action, du voyage et de la résolution bien sûr des petits chemins, des petits sentiers qui ont été tracés dans le tome 1. Ensuite, dans La gardienne du chardon, donc en 1887, Londinium, donc c'est le Londres de l'époque, où il y a des confédérés, qu'on appelle les confédérés de l'Union libre. Ce sont des rebelles qui agissent plutôt dans les Amériques pour se défendre de la colonisation du pouvoir anglais, qui viennent lutter sur le territoire de la reine du fait que Victoria a une politique envers eux extrêmement brutale. Victoria, elle est devenue immortelle quelques années auparavant du fait des sources. Ce sont des créatures qui ont été découvertes au XVe siècle par deux frères esclaves et qui, en échange d'un pacte avec les hommes pour établir une paix entre leurs deux espèces, vont délivrer certains de leurs dons à des hommes un peu particuliers, c'est-à-dire les grands héritiers des grandes couronnes, parce que ça leur permet d'asseoir leur pouvoir voilà, vis-à-vis de leur sujet. Et malheureusement pour eux, la relation source-homme va très vite se dégrader avec l'arrivée d'une source qu'on appelle Dombay, qui a eu des prétentions, on va dire, expansionnistes et révolutionnaires. Victoria se nourrit des sources et trouve un sérum pour l'immortalité, et ça la rend de plus en plus instable et dangereuse. On va suivre en particulier dans ce contexte-ci Isobel Galloway, qui est une des héritières de la couronne d'Écosse, c'est la dernière née en date. C'est une jeune femme qui a un lourd passé, voilà, du fait de sa nature et surtout de ses troubles particuliers, et qui va subir le pire pour elle, c'est-à-dire la perte de sa sœur aînée qui s'appelle Blair Galloway. Blair, c'est une jeune femme qui est assez inspirante et qui devait épouser le fils de la reine Victoria, donc Jensen, qu'on va retrouver 3 jours avant son mariage décédé. Et Isobel va essayer de savoir ce qui s'est passé, parce qu'elle est persuadée que c'est pas du tout la version qui est donnée par le pouvoir en place, et elle va devoir survivre dans une cour qui lui veut la peau pour 2 choses, du fait de sa nature un peu particulière, et surtout parce qu'elle est écossaise et que, géopolitiquement parlant, l'Écosse est toujours dans une position un petit peu particulière avec le pouvoir britannique. Dans le premier tome, on est sur beaucoup de complots, on est sur l'évolution, la découverte d'Isobel, de son héritage, de ses prérogatives, et dans le deuxième, donc ceux qui ont lu la fin du tome 1 qui est un cliffhanger, et je m'excuse encore de ces longues années de vous avoir fait patienter, Isobel, là on va être plus dans du voyage, dans du complot, dans de l'action, et on va toujours traiter les mêmes thématiques qui sont la famille, les troubles qui sont plutôt des troubles liés à la santé mentale. Donc là, on parle de sujets extrêmement difficiles et c'est un livre qui est orienté pour les adultes, c'est-à-dire que on va parler du fait de se faire du mal, du fait de vouloir attenter à sa vie, de l'anorexie, des troubles alimentaires, voilà, de plein de choses variées. On a une ribambelle de personnages que je vais pas vous présenter particulièrement, mais il faut savoir que dans ce tome 2, pour ceux qui l'ont lu, on va avoir plus de points de vue, notamment vous allez avoir le point de vue de Darren, qui est le frère d'Isobel, un petit peu cachotier le monsieur. On va avoir le point de vue d'Adélaïde, donc l'épouse du cousin d'Isobel, qui est une femme qui a
voilà, un passif un peu particulier avec elle. On va avoir voilà, d'autres personnages qui vont être traités, le point de vue du prince aussi, Jensen, voilà, qu'on n'avait pas forcément eu beaucoup dans le tome 1. Et donc c'est une aventure qui va éclater en différents lieux, il y a beaucoup de voyages avec des cultures différentes et un personnage qui ne veut pas forcément faire face à son destin. Voilà, vous allez retrouver Isobel dans sa grandeur et dans sa mauvaise humeur, parfois, je dois vous le dire. C'est un roman qui va être donc imprimé, fabriqué en France comme d'habitude, toujours dans une démarche éthique de non-distribution sur Amazon. C'est un livre qui va comporter, je pense, entre 500 et 600 pages. Il faut savoir que celui-ci faisait déjà 400, mais il faut savoir qu'il y a moins de chapitres. Voilà, c'est des gros chapitres qui arrivent. Comme celui-ci, donc je vous mets là, il y aura un espèce de bosselage sur la couverture. J'ai voulu vraiment travailler l'esthétique du livre comme une version alternative de la couverture qui est faite par Gustave Auguste, donc voilà, dont j'apprécie énormément le travail, qui avait déjà travaillé sur le tome 1. Et la correction est faite par une autre correctrice. On a eu des retours voilà, qui n'ont pas forcément été très positifs sur la correction, et je m'en excuse parce que je suis la première à avoir été lésée parce que j'ai payé très cher voilà, pour avoir une correction qui n'était pas terrible. Donc là, je travaille encore avec la même correctrice avec qui on travaille depuis la couronne d'Ossébé. Donc ça fait quand même quelques années maintenant. C'est un ouvrage qui sera un peu plus cher que celui-ci. Hein. Le premier avait été un prix d'appel à 22 €. Je pense que celui-ci sera autour des 25-26. Au vu de l'augmentation du prix de papier, c'est pas la même taille. Et surtout, le premier, c'était plutôt un prix d'appel et je n'ai pas fait énormément de marge. Voilà, j'ai pas fait suffisamment de marge voilà, dessus, pour être tout à fait honnête avec vous. Les financements, 5 000 € pour financer la correction, l'illustration et les frais d'envoi postaux, 10 000 € pour financer une partie de l'impression, et 15 000 €, ça sera plutôt pour financer la globalité du roman. C'est une contrepartie avec des marque-pages, des pochettes à livres, des choses qui sont, voilà, le fait d'avoir votre nom dans le livre comme d'habitude. C'est aussi pour un certain palier, le livre de la gardienne. Je rappelle que cette campagne Ulule, elle est faite pour aider au financement. C'est aussi un moyen pour les gens qui suivent la chaîne de donner un petit tips. Voilà, vous pouvez faire des dons libres pour soutenir la chaîne aussi. Et sur ce, je vais pas vous... Voilà, sur ce, je vous mets en barre d'infos, je vous mets le lien et tout. Je vous remercie encore pour tous ceux qui ont donné. Voilà, c'est un projet que je suis contente de terminer parce que c'est un projet qui date depuis bien trop longtemps. Ça va me permettre, moi, de tourner un peu la page de l'écriture aussi, parce que ça m'a pris beaucoup trop de temps cette année, et je peux pas, en fait, écrire à côté de mon métier, c'est pas possible, dans le sens que j'ai pas le temps nécessaire dans la façon dont je travaille actuellement pour faire ça. Et bien sûr, il y aura une tournée de dédicaces à partir de février. Voilà, on pourra se retrouver en salon très, très, très souvent. Sur ce, alors, aujourd'hui, je vous présente 3 univers extrêmement différents. Le premier, c'est un univers qui est un peu en lien avec la gardienne, parce que je suis obligée de vous les mettre à côté, mais on voit qu'il y a un peu une patte graphique. Je vous présente donc Inside de Gustave Auguste. Donc c'est un livre que Gustave m'a envoyé, donc c'est un livre autopublication qui est de très très bonne qualité, je dois le dire, autant parce que le papier est très bien choisi, je trouve qu'il donne un côté vintage, la qualité d'impression, la qualité des couleurs et tout, l'objet livre est une très belle réussite, hein. Regardez, c'est très beau, voilà. C'est un livre que vous pouvez retrouver sur Etsy, voilà, si vous souhaitez le commander, ou dans les librairies. Je vous conseille d'aller suivre Gustave sur les réseaux sociaux, mais vous trouverez de quoi vous l'acquérir, sachant qu'il est aussi disponible en anglais, voilà, dans une version anglaise. Alors, Inside, c'est un petit roman court qui est entre le roman et la BD. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, vous avez une partie illustrée comme ceci et une partie roman. Roman un petit peu alimenté. Là, on voit, vous savez, les dialogues qu'on a dans les jeux. Moi, je trouve dans les jeux vidéo, voilà, dans Pokémon, tu sais, t'avais toujours des petits trucs comme ça qui apparaissaient. Et si je peux vous trouver une illustration, mais qui peut être aussi augmentée avec des illustrations. Magnifique, voilà. Moi, je suis une très grande fan du travail de Gustave parce que je trouve qu'il est très bon autant dans les paysages, hein, voilà,
que dans le chara design. Et c'est pas souvent le cas avec les illustrateurs. C'est un truc que souvent en salon, on a beaucoup de demandes, nous, pour illustrer les romans des 3 normes. On a beaucoup d'illustrateurs qui viennent nous démarcher. Et c'est vrai que souvent, c'est soit du portrait, soit du paysage. Et je trouve qu'en plus, Gustave, il a une vraie patte graphique. J'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait de la représentation, alors que ça soit de la diversité, parce que bon, c'est des romans où je crois plus que c'était le cas dans celui-ci. Ce sont des romans qui mettent en avant des couples qui ne sont pas que des couples hétérosexuels, voilà, ce genre de choses. Pas que des personnes blanches, voilà, et tout. Mais surtout, j'aime bien le fait que Gustave a envie de représenter des gens avec des corps différents. Je vous le mets là, donc dans les 2 personnages principaux que vous suivez ici, par exemple, il y a celui-ci qui est un personnage qu'on peut qualifier comme gros. Et je peux vous dire que c'est pas très répandu en littérature. C'est un, on va dire, c'est un roman donc qui s'inspire des jeux RPG, jeux de rôle japonais. Alors moi j'y connais absolument rien. Et c'est pour ça que ça m'a fait découvrir des choses. Je sais juste que les chara design, ça me rappelle certains personnages de jeux vidéo que j'ai pu associer, tu vois, à des images. Je pense que quand tu es amateur de ça, tu vois énormément les références. Je trouve que les références, elles sont bien faites si je peux les retrouver. Mais à un moment, vous voyez, il y a une petite console, il y a une petite DS avec voilà, le travail. C'est vraiment un hommage à ça et voilà, c'est réussi. Au-delà de l'aspect graphique que j'aime parce que c'est varié, moi j'aime bien les illustrateurs qui ont une façon de varier aussi leur façon de représenter les choses, c'est l'histoire qui est assez chouette. C'est une histoire, alors moi je suis moins sensible que ces autres séries où c'était plus des histoires de royauté avec de la romance, c'était très joli et tout, voilà, très triste aussi. Là, on suit donc ce personnage qui vit dans une auberge avec sa famille et qui vit mal le fait d'être un PNJ. C'est-à-dire que dans les jeux vidéo, c'est les subalternes, c'est ceux que, voilà, c'est pas le héros. Et qui suit à la télé une bande de héros qui, voilà, qu'une jeune femme qui a un don, voilà, qui est élue, et qui a envie de les rejoindre et qui va le faire de façon un petit peu particulière. Et donc, on va le suivre, lui et son ami, partir pour cette grande aventure où ils vont devenir des héros. Est-ce que ça en coûte et ce genre de choses. Ça a été très sympa. Voilà pour ça, parce que ça change, je veux dire, c'est original. Ça se lit bien, la plume est assez agréable. Et je pense que c'est un récit... le seul bémol que je pourrais dire à ce récit, c'est que je l'ai trouvé assez bref. C'était très comment dire, un peu en surface. Le monde a l'air très chouette. Et tu vois, il y a plein de personnages, tu vois, tous ces personnages-ci, mais ils interviennent assez peu dans le récit, et ça a été une frustration, même si j'aime bien, il est où le petit vieux là? Il y en a un, il est assez âgé, voilà, c'est Oba. Oba, elle est drôle, elle m'a fait rire. Mais voilà, il y a aussi le fait que l'auberge, c'est même dans les jeux de rôle, c'est un lieu assez endémique des jeux de rôle. Mais voilà, c'est le côté un petit peu rapide. Je suis plus sensible, c'est vrai, à la partie plus bande dessinée que la partie roman. Mais l'histoire est... Vraiment, l'objet livre est superbe. Et surtout, ça va vous faire découvrir, je pense, pour les gens comme moi qui connaissent pas un univers que vous connaissez pas trop. Et en même temps, pour les amateurs, on va dire, bah, de RPG japonais, même de culture japonaise, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui rappellent Ghibli, tu vois. La sorcière Kala, elle ressemble à la sorcière du château ambulant, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être moi qui l'interprète comme ça, mais voilà, je trouve que l'univers est très chouette et c'est hyper important de soutenir les petits auteurs qui se lancent, qui ont des beaux projets, qui ont des belles œuvres d'autopublication, parce qu'il y en a aussi et qui sont de très bonne qualité, et notamment, voilà, en plus j'ai une très belle dédicace, mais c'est un projet que je soutiens énormément, et de tout ce que j'ai lu, j'ai toujours été très satisfaite. Et voilà, donc il est au prix de 15€, ce qui est tout à fait correct pour le travail esthétique et le temps de lecture. Et je vous recommande, voilà, si vous avez envie de découvrir un univers assez frais, assez... pas non plus horrible. Celui-ci est plus, contrairement aux autres où c'était quand même super triste, celui-ci est plus pas enfantin, mais plus cozy. Voilà, c'est un peu de la cozy fantasy d'une certaine manière, et les personnages sont assez hauts en couleur, c'est très chouette à suivre. Qui va pouvoir rejoindre les cartons prochainement, pour le coup. Ensuite, je vous présente le 4e intégral, et je vais recevoir bientôt le 5e, et le dernier, il me semble, de cette grande saga que j'aurais lu dans l'année, je suis très contente.
C'est La balade de Perne que je voulais lire depuis quand même quelques années, de Anne McCree. Sachez que les traces qu'il y a sur le livre, c'est une lutte acharnée que j'ai eue avec des moustiques qui m'ont attaqué pendant la nuit. Voilà, les livres sont d'une efficacité contre ces choses assez bien. C'est d'un verre qui te permet... Alors c'est vrai que moi qui perds des fois mes livres dans la maison, là je le voyais de loin. Il était... c'est flashouille, mais voilà, c'est la DA graphique pour le coup. C'est vrai qu'un ton de verre un peu plus... Voilà, vert sapin aurait été peut-être plus agréable à l'œil. C'est donc La balade de Perne, je pense mon préféré que j'ai lu de La balade de Perne. C'est vrai que l'intégrale 3, j'avais beaucoup plus aimé que les deux premiers, mais celui-ci, je trouve que c'est l'essence en fait même de ce qu'on disait de La balade de Perne. La balade de Perne, c'est une histoire qui est de la fantasy moitié SF, parce que les personnages, c'est de la SF au début dans l'univers, qui retrace l'arrivée d'humains sur une planète qu'ils vont coloniser. Et malheureusement, quand ils arrivent sur place, il y a des fils, ce sont des espèces de... Moi, j'imagine ça comme des météorites qui tombent, qui détruisent tout, et ils vont devoir s'organiser en société dans des forts et combattre ces fils à dos de dragons. Les deux premiers... Alors, le choix de Pocket, c'est vrai que de les publier en ordre chronologique, ça peut paraître assez logique en soi pour suivre l'histoire, parce que bah voilà, tu suis dans l'ordre, tu comprends un petit peu l'évolution de l'univers, sauf que les premiers intégraux, les deux premiers, sont loin d'être les meilleurs, dont par exemple le premier intégral qui a notamment le truc avec les dauphins, aucun intérêt. Ce qui fait que ça peut, on va dire, désintéresser les lecteurs qui arriveraient vraiment les derniers intégraux qui sont les plus intéressants. Donc dans le troisième, à partir du troisième, deuxième, donc dans le deuxième premier, on commence à voir les dragons et ce genre de choses. On va les chevaliers dragons, voilà, qui vont combattre les fils, avec des très belles histoires, parce qu'il faut savoir qu'il y a une dragonne qui gère tous les dragons, et donc il y a une reine qui gère, voilà, les dragons sont liés aux humains, ils ont un espèce d'âme sœur, tu vois. Et dans celui-ci, on suit plutôt les harpistes. Alors les harpistes, c'est un peu mes petits chouchous. Ce sont des personnes dans les forts, voilà, qui jouent de la musique, et ils ont une place extrêmement importante dans cette société. Voilà, et on a donc dans l'intégrale précédent, donc un harpiste très connu qu'on va retrouver ici, qui devient un peu professeur. Et ici, on suit l'histoire de Mélanie particulièrement, qui est une jeune femme qui est l'héritière d'une des personnes qui gère le fort, mais qui n'a pas de très bonne relation avec son père, qui sur un coup de tête va un peu fuir et se retrouver enfermée, sauver la vie plutôt, de petites créatures pendant la chute de Phil. Elle va leur jouer de la musique et elle va les dresser d'une certaine manière. Et Mélanie, elle est extrêmement douée à la musique. En même temps, elle a reçu, on va dire, une éducation musicale avec un des plus grands harpistes, un peu ronchon, qui vient de décéder. Quand elle arrive un peu dans la capitale des harpistes, les gens lui disent mais en fait c'est une nana, et les nanas ne peuvent pas être harpistes, et Mélanie va leur prouver le contraire. Et c'est un roman, faut savoir que ça a été écrit dans les années 60, c'est à peu près en même temps que Ursula Le Guin, donc je pense que c'est des romans qui ont été écrits dans les années 70. On dit souvent que McCree, donc Le Guin, est celle qui a écrit, j'ai plus le nom, des fois, elle en avait dédicacé, parce que c'était la même période. Je vous mettrai cette autrice aussi de l'époque, qui sont un peu le trio d'or, voilà, des autrices, il y en avait très peu. C'est un roman qui se veut extrêmement féministe pour l'époque. Alors, je dois faire une grande parenthèse là-dessus, parce que c'est important. De notre point de vue de 2023, ça peut paraître un peu niais et un peu du vieux féminisme, voilà. Et pour le coup, avec le fait qu'il y a voilà, avec toujours le cycle de la femme qui doit être mère et ce genre de choses. Mais pour l'époque, c'est hyper avant-gardiste, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-ci, on a des Conan, on a ce genre de choses. En fait, les figures représentatives des années 60 à 80, même jusqu'à 90, 2000, parce que voilà, c'est Jemel et toute la compagnie, c'est des gens qui se tapent dessus, c'est très belliqueux, il y a très peu de femmes qui sont mises en avant, sinon elles sont très sexualisées ou dans le rôle de la princesse à sauver. C'est assez peu le cas, et quand elles sont badass, parfois elles sont très sexistes de la façon dont c'est fait. Là, c'est un roman qui parle aussi de la femme et du respect de l'égalité des sexes dans le texte, parce qu'on a autant des personnages féminins et masculins qu'on suit. On va parler des violences sexuelles, on va parler du rôle des femmes dans ces forts et l'affranchissement qu'elles ont, et avec des sociétés qui sont un peu plus égalitaires, avec des sociétés qui sont même matriarcales parfois. Et franchement, c'est assez intéressant, il faut le replacer dans son contexte et souligner cette chose-là, parce que ce bouquin a été reconnu aussi à l'époque pour cette pensée-ci, et c'est vrai que
c'est agréable et je me dis, tu vois, pour toutes les jeunes hommes, mais aussi les jeunes femmes qui ont grandi avec ces livres-ci, ça devait tellement être une bouffée d'air frais par rapport à ce qui sortait. Voilà, tu vois, un Ursula Le Guin et tout, c'est pas du tout le même genre de fantasy qui est proposé. Ça reste classique au niveau de l'univers avec les dragons, voilà, mais les thématiques font que ça n'est pas forcément beaucoup... Voilà, ça permet de renouveler un petit peu. Alors, pour le coup, c'est vrai que j'ai adoré notamment les 2 premiers romans, donc c'est La chanteuse dragon de Perne et... Est-ce que j'en ai sauté un? Et Le chant du dragon. J'ai été moins convaincue par les tambours parce que j'aime un petit peu moins le personnage qu'on suit, qui est un ami de Mélanie qui va faire ses preuves avec notamment les artistes, il y en a qui jouent du tambour, donc voilà, ça peut avoir un rôle militaire et ce genre de choses. La balade de Perne, parce que voilà, je dois souligner aussi que c'est plutôt bien écrit, mais parfois ça a un petit peu mal vieilli au niveau du style et parfois ça fait un peu niais. Voilà, notamment le seul reproche que je peux faire à ce livre-ci, c'est vraiment que Mélanie, c'est un archétype même du personnage de la Marissou et c'est pas forcément un trope que j'aime beaucoup, mais ici elle est suffisamment attachante pour que ça soit pas trop désagréable. Mais donc la Marissou, c'est comme Rey dans Star Wars, c'est des personnages, souvent des femmes, qui sont cheatées. C'est-à-dire qu'elles arrivent, elles ont tous les pouvoirs, elles ont pas de choses qui les embêtent, tu vois. Tu vois, je prends mes propres écrits, mais par exemple Isobel, certes, elle vient d'une lignée importante, elle est particulière, mais il lui est arrivé des trucs extrêmement graves qui l'ont rendu avec un caractère qui n'est pas un caractère de personnage de Marissou agréable, aimé de tous, et surtout c'est quelqu'un qui a été blessé, qui a perdu même des membres, ou même qui n'est pas dans tout l'état de ses capacités, qui le sera peut-être jamais, et qui n'a pas ce parcours en fait de je suis parfaite et ce genre de choses. Là, c'est un peu ça. Mélanie, elle est belle, elle est intelligente, elle est douée, elle est aimée des garçons, du genre elle arrive à séduire même s'il y en a certains qui la jalousent, elle est jalousée par les filles. Alors, c'est un truc dans le texte que, voilà, faut le remettre aussi en contexte, mais moi c'est un truc que j'ai un peu de mal, c'est la jalousie entre femmes. C'est-à-dire que là, dans le texte, il y a des personnages qui vont embêter Mélanie. Alors, c'est pas un personnage en soi ou un groupe, c'est plutôt quasiment toutes les femmes du texte vont un peu l'envier, voire la traiter assez mal, tu vois. Et donc, voilà, il n'y a pas le rachat de ces personnages-là en disant oh, je vais me racheter de mon comportement horrible. Ça, c'est un peu de la rivalité féminine qui a eu très à la mode. Voilà, en mode, en fait, Mélanie, c'est clairement la fille pas comme les autres. Il y a un terme en anglais, je ne sais plus comment on dit, mais vous savez, c'est la fille parfaite, belle et tout ça, mais qui ne se considère pas comme les autres filles. Voilà, elle est bien supérieure. Elle a ce petit côté-là, qui est un peu dérangeant, mais même si elle l'exprime pas, le texte le fait exprimer un petit peu autrement. Mais elle est suffisamment sympathique et elle a une vie quand même assez triste. Et c'est vrai que toutes les petites créatures, c'est assez mignon. La balade de Perne, celui-ci notamment est assez... Il y en a qui sont plus ou moins violents ou plus ou moins horribles sur les thématiques. Là, c'est un peu plus doudou. Voilà, c'est un peu plus doudou et j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que je crois qu'il n'y a plus qu'un intégral après ça et donc ça va être assez conclusif. Est-ce qu'ils vont réussir à battre ces fils? Est-ce qu'ils vont trouver une solution? Et on verra ça en décembre parce que je crois qu'il sort fin novembre. Donc je verrai sûrement en décembre, je vous le chroniquerai. Mais je vous conseille, par exemple, si vous avez peur, peut-être lire les 3 et 4 intégrales, peut-être passer les 2 premiers, bon, le deuxième était quand même un peu plus sympa, le 1 est le plus voilà, inintéressant, mais vous laissez pas guider par l'intégral 1, ça vaut quand même la peine d'être découverte et ça fait partie des classiques, hein, ça fait partie des classiques et je suis contente parce que voilà, moi j'essaye de lire toujours une saga classique par an et là c'est vrai que j'avance plutôt bien. Et enfin, alors là pas du tout le même genre que je lis d'habitude, comme je vous l'avais dit je sais plus, en book haul, je crois. J'ai envie de diversifier mes lectures. J'ai lu beaucoup d'imaginaire pendant très longtemps. J'en lirai toujours beaucoup, mais j'ai envie de découvrir des choses que je n'ai pas l'habitude de lire, notamment parce que je m'en donne pas la possibilité, où je me suis dit ça ne vous intéresserait pas. Il y a des choses où je me suis dit je vais pas lire ça parce que ça sera peut-être pas pertinent sur la chaîne. Là je suis un peu en mode
mais en fait je vais lire ce que j'ai envie de lire. J'avais envie aussi de les lire parce que l'adaptation Netflix c'est une série que j'aime beaucoup, c'est un peu une série doudou. J'avais envie un petit peu de découvrir la romance contemporaine sous un angle qui me serait un peu plus proche. Voilà, parce que c'est pas forcément ce que je préfère dans la romance contemporaine. Voilà, moi je préfère la romance historique. Et voilà, même si je suis pas une grande fan de romance, il y a des romances où il y a quand même, comme Outlander, il n'y a pas que ça, tu vois. Moi je m'attends quand même, une bonne romance, pour moi c'est Outlander. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la romance, c'est vraiment, il y a plein de choses, il y a un univers, c'est assez intéressant. Et le couple est voilà, c'est palpitant et tout. Les personnages sont intéressants. Et c'est vrai que vu la période dans laquelle on se trouve, j'avais envie d'un truc un peu doudou et je me suis dit je vais commencer par cette série parce que bah, j'adore la série Netflix. C'est Virgin River, donc le tome 1 et 2 et le tome 3 et 4. J'ai emporté qu'un parce que je suis une grosse flemmarde. Virgin River, je les ai eu en occasion à un prix quand même voilà, très intéressant. C'est l'histoire de Mel, alors Melinda, qui est une infirmière qui travaillait à Los Angeles dans un service urgentiste un peu compliqué, qui a épousé un homme qu'elle adorait. Voilà, ils ont été très amoureux, sauf que celui-ci va mourir dans des conditions un peu particulières. Alors, il y a beaucoup de différences entre la série et les livres. Voilà, c'est ça qui est assez perturbant. Et qui va partir du jour au lendemain, rejoindre Virgin River, qui est une petite ville de Californie qui n'existe pas en vrai, hein, voilà, qui cherche une infirmière venue en aide au docteur qui vieillit, voilà, dans le village. Et là-bas, quand elle arrive, bah, c'est pas du tout les promesses qui ont été faites, c'est-à-dire que le docteur a pas envie de travailler avec elle, parce que lui, il veut pas travailler avec d'autres personnes. La maison qu'on lui avait fournie, voilà, c'est un taudis, et Mel se sent pas du tout de vivre là, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jack. Alors Jack, dans la série, c'est l'homme qui pêche sur les bords d'une île. Voilà. Bref, Jack, c'est le beau gosse. Et Jack, c'est un ancien militaire qui a fait l'armée, voilà, qui est un peu des traumas de ça, qui est parti s'installer à Virgin River, qui l'a jamais quitté, qui tient un bar. Et avec Mel, ils vont tomber amoureux. Et voilà, on suit un peu les aventures de Melinda avec le village et ce genre de choses. Alors, c'est assez compliqué, il faut que je parle que des livres parce que la première chose, c'est que c'est extrêmement différent de la série. La série est bien mieux qualitativement parlant pour trois faits. L'histoire est plus intéressante, les personnages sont plus attachants et surtout les personnages sont beaucoup plus matures. Les livres, en fait, c'est chaque tome aborde un couple. Et sachant qu'il y a des personnages, par exemple, ici, qui sont toujours pas abordés. Voilà. Le premier tome, c'est Melinda et Jack. Le deuxième, c'est Preacher. Bon, c'est Vic qui s'appelle comme ça dans le texte. Et Paige. Et le troisième, c'est Brie et le flic, Mike. Et après, c'est Vanessa et Matt. Voilà. Vanessa et Matt, on n'entend pas parler hein, dans la série pour l'instant. C'est donc de la romance. Sachez qu'il y a une scène ou deux par texte et qu'elles sont pas trop explicites. Voilà, c'est pas ADC Perséphone, tu vois. Moi, je trouve que c'est... Voilà, j'en ai lu une, après je l'ai sauté parce que moi, c'est pas trop mon truc. Mais ça va, tu vois, il y a une histoire quand même derrière. Les personnages... Moi, j'ai passé un bon moment de lecture dans le sens que ça m'a fait du bien. Je redécouvre un univers, du genre, c'est très bizarre d'avoir une série où les personnages ont des caractères assez différents, même les histoires n'ont rien à faire, où il y a des personnages qui prennent d'autres caractéristiques. Voilà, tu te dis, waouh, ils ont vraiment fait un travail chez Netflix. Euh, En fait, voilà, les romans sont assez sympas parce qu'en fait, par chaque tome, il y a une thématique qui est traitée. Et je pense que ces bouquins ont aidé des gens. Je m'explique, même si c'est des bouquins qui paraissent un petit peu niais à la lecture, qui entretiennent des stéréotypes dont on parlera un petit peu après, qui me gênent un peu, chaque tome va aborder une thématique assez dure et violente. Donc le premier, Melinda, c'est quand même le deuil, voilà, de la façon de se reconstruire. Euh, on parle beaucoup des naissances, vu qu'elle est quand même, j'allais dire accoucheuse, sage-femme de métier, et donc c'est aussi toutes les femmes qui vont se retrouver liées aux problèmes avec les naissances, avec la gestion de la maternité et de la paternité. Le deuxième, Page, on parle des violences faites aux femmes de façon assez visuelle. Le troisième, Brie, c'est les agressions, donc de nature, voilà, le V, tu vois, voilà, je peux pas le dire sur YouTube. Le troisième, c'est le deuil aussi, mais de façon aussi avec l'armée, tu vois, les femmes de militaires, comment on gère et ce genre de choses. Donc voilà, chaque tome a sa thématique, et malgré l'écrin un peu cocooning, alors moi, vraiment un des points forts de ce livre, c'est Virgin River, c'est ces personnages qui sont tout doux, ce côté familial, tout, même s'il y a des choses horribles qui se passent, tout le monde s'entraide et tout, donc c'est assez chouette.
Il en reste que les thématiques sont assez dures et violentes, même si les personnages arrivent toujours à être, comment dire, à avoir justice à la fin, voilà, retrouver le bonheur et ce genre de choses. Il en reste que c'est pas un roman qui est nié dans ce qu'il raconte. Voilà, et ça c'est un truc où je me dis, il y a des femmes ou des hommes qui lisent ce genre de roman qui se sont peut-être rendus compte d'avoir subi des violences grâce à ces livres aussi. Parce que par exemple, alors même si les mécanismes des agressions, c'est voilà, ils sont simples, voilà, c'est la base, mais il reste que la base, c'est hyper important. Voilà, il n'y a pas forcément de nuances ou de travail particulier, mais c'est la base, c'est hyper chouette. Tu vois, il y a un tome, bah, c'est ce tome avec Brie, et, où il y a une histoire un petit peu, pas policière, mais il y a des jeunes filles du lycée du Virgin River à côté qui se réveillent, qui ont été droguées et agressées. Et certaines se retrouvent voilà, en cloque. Et il y a des scènes où t'as les jeunes filles qui pensent que c'est leur faute et ce genre de choses. Et en fait, on leur explique que non. Et tu vois que ce bouquin, il a une. Je trouve qu'il a une position assez engagée là-dessus. Et ça, c'est cool. Il y a aussi des petits points de vue moins bons, c'est-à-dire que vraiment la série est bien meilleure parce que les personnages sont bien moins niais et bien moins stéréotypés. C'est-à-dire que la Mel dans la version de la série est très différente de la Mel dans la version du livre. Mel dans la version du livre, t'as l'impression que c'est une petite chose fragile mais qui dit qu'elle est forte et qui fait son petit bout de chemin mais qui est assez plaintive et tout. Mel, c'est pas ça. Mel dans la série, c'est une nana qui fait son chemin, qui a une douleur en elle insupportable et qui, quand Jack la fait chier, lui dit qu'elle la fait chier, tu vois. Donc, ils ont pas du tout le même rapport. En fait, les relations sont bien plus équilibrées dans la série. On a des stéréotypes. Alors, ça va être autant des stéréotypes physiques. Vous savez que j'ai un peu de mal avec ça. Alors, toutes les femmes sont splendides. Voilà, tous les hommes les regardent, ils tombent amoureux en pamoison devant elles. Mais autant, bon, les clichés sexistes, il y en a. C'est plutôt les clichés sexistes envers les hommes qui me gênent dans le texte. C'est-à-dire que c'est que des mecs baraqués de fous qui ont tous, à part Preacher, une sexualité débridée. C'est des anciens donjons, mais pour la femme qu'ils aiment, ils renoncent à tout et c'est devient des hommes parfaits, très défensifs, ils se battent. Quand il y a des mecs qui arrivent dans le bar, ils la regardent mal en mode tu regardes mal ma meuf, tu vois. Et c'est un peu toxique. Voilà, moi j'aime pas trop ce genre de représentation parce que je me dis quand t'as des mecs qui lisent ça, ils doivent pas forcément se reconnaître parce qu'un homme c'est pas forcément ça dans la vraie vie. Mais tu vois, la première description quand tu vois Jack, c'est le mec avec ses gros biscottos bûcherons. Pareil sur les âges. C'est toujours des hommes matures. Les filles ont la vingtaine ou le début de la trentaine et les mecs ont la fin trentaine, début quarantaine en général. Donc on est dans un schéma où, pareil, au niveau du olé olé, elles sont soit traumatisés, soit pas très entraînés, soit ils sont toujours là pour résoudre le problème. Voilà, c'est toujours des amants extraordinaires, donc bon, ça c'est toujours des reproches que je fais, mais c'est pas très réaliste et ça entretient des clichés qui, à mon sens, sont assez sexistes envers les hommes. Voilà, vous savez que sur cette chaîne, le sexisme il s'applique aux deux sexes, voilà. Je vais pas défendre que les femmes, pour le coup, mais ça c'est vrai que ça m'a fait lever les yeux plusieurs fois. Bon, ça fait partie des stéréotypes, mais je pense qu'il y a des récits de romances contemporaines où c'est pas le cas. Ça manque aussi un petit peu de représentation. Voilà, ça c'est un petit truc voilà, qu'il faudrait changer. Le seul truc, c'est que dans les tomes, ce qui me plaît plus, par exemple, t'as le personnage de Muriel qui arrive, qui est une actrice, qui est une personne d'un certain âge, et donc on a des représentations de couples un peu plus âgés. Et sachez que si vous avez regardé la série, ça n'a rien à voir. C'est extrêmement perturbant. Il y a des personnages comme Doc et Hope dans la série qui sont des personnages vraiment super importants. Hope, on l'a vu 3 lignes. Dans les 4 intégrales, on a vu 3 lignes. Et Doc aussi, tu vois. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant, mais voilà, tu passes un bon moment de lecture. C'est pas de la romance révolutionnaire, mais en soi, j'ai lu des trucs bien plus toxiques et c'est beaucoup tourné sur le consentement et tout. Et je pense que c'est important, tu vois. Je préférerais que ma gamine, elle est de 12 ans, elle lise ça, qu'elle lise Guild, tu vois, contre tout. Et je pense que l'univers Virgin River, si vous aimez les trucs un peu cosy, un petit peu, on va partir à la pêche, faire des randonnées, aller boire des coups, il y a ce côté-là, ce côté un peu familial. Donc sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous me recommandez des livres comme d'habitude. Merci de soutenir la campagne, c'est hyper important et ça me touche énormément. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.